BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Nous sommes jeudi et tous les jeudis, c'est notre trublion Jean-François Filiat, le directeur éditorial de marchégagnant.com. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. De quoi va-t-on parler cette semaine ? Cette semaine, retour sur une question majeure, les Français sont-ils des crétins ? Et je reviens aujourd'hui sur cette question avec un angle économique, car la Banque de France est affolée. 50% des Français surestiment l'inflation selon un sondage qui a été publié fin 2019. Soit, mais vous nous avez habitués à traiter plutôt les thèmes d'actualité, Jean-François. Ouais, mais je vous rassure, c'est revenu dans l'actualité le sujet à cause du démographe Emmanuel Todd. Dans son dernier livre, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, il considère que les Français connaissent une baisse de leur niveau de vie sans équivalent depuis l'après-guerre et peut-être même depuis le début de l'ère industrielle. Alors, rajoute-t-il, que l'INSEE nous dit le contraire et d'accuser cet organisme de vivre sous la contrainte idéologique du pouvoir politique de l'État. Bon, ça c'est la vision d'Emmanuel Todd. Naturellement, l'INSEE a réagi aux propos d'Emmanuel Todd par la voix de Benoît Ourliac, l'un de ses administrateurs, dans le tout nouveau blog d'ailleurs de l'INSEE, accessible sur Internet. Ouais, blog qui a été lancé il y a une semaine. Alors, et moi qui suis le fer de lance de la stratégie nationale d'éducation financière avec mes propres méthodes éducatives, je vous propose donc aujourd'hui d'ouvrir le débat de l'inflation parce qu'on en parle à minima tous les mois, mais sait-on véritablement de quoi on parle ? On parle tous les mois d'un chiffre en tout cas, et le dernier chiffre d'inflation c'était 1,5% sur un an. Parfait. Alors première question, peut-on critiquer la méthodologie de l'INSEE ? Alors sur le papier bien sûr, tout doit pouvoir être critiqué. Ça me rappelle d'ailleurs le propos de Pierre Desproges pour savoir si on avait le droit de rire de tout avec tout le monde. Mais pour critiquer, il faut comprendre. Donc je vous propose, Guillaume, un petit jeu simplifié pour vous faire découvrir les affres de tous ceux qui font les comptes. Allez, premier exemple simple, il y a un an, une baguette de pain valait 1 euro en moyenne. Aujourd'hui, cette même baguette vaut 1,02. Quelle est la hausse des prix ? Elle a pris 2 centimes sur 1 euro, donc elle a pris la baguette 2%. Parfait. Eh bien, écoutez, à ce stade, je peux vous dire que vous êtes susceptible de trouver un job du côté de Montrouge si vous trouvez que le bout du 15e, c'est un peu trop loin de chez vous. Allez, je corse. Maintenant... Montrouge, c'est l'INSEE, c'est ça ? Exactement, ouais. C'est le siège de l'INSEE. Il y a un an, un paquet de gâteaux de 200 grammes valait 2 euros. Aujourd'hui, il vaut toujours 2 euros, mais son poids a baissé de 10%. De combien est la hausse des prix ? Alors là, vous avez raison, il y a un piège. Si je compare les seuls prix, c'était 2 euros hier et c'est 2 euros aujourd'hui. Donc sur ce critère, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de hausse des prix et que les prix sont égaux. Mais si j'ai faim pour 200 grammes de gâteau, il va falloir que j'achète plus d'un paquet pour avoir ma dose. Donc ça va me coûter plus cher. Nickel, je note votre interrogation. Je vous soumets un dernier cas pour planter le décor. Il y a un an, un téléviseur valait 500 euros aujourd'hui. Pour acheter un téléviseur, ça vaut le même prix. Hausse des prix ou pas ? Hausse des prix ou pas ? En tout cas, si dans cette télé on nous voit toujours et on peut regarder Intégral Placement, la télé prend de la valeur. non mais on ne blague pas. Je vous embêter avec cette pirouette parce que d'un côté vous vous dites le prix de la télé il n'a pas bougé, mais peut-être que d'un autre côté vous dites la télé elle a de nouveaux services, donc vous hésitez à me répondre. Alors à travers ces 3 exemples, en fait, je voudrais montrer les difficultés de calcul de la hausse des prix. Alors face aux problèmes soulevés, il faut faire des choix. Donc avoir des méthodologies. Alors, ma copine Choupinette, elle suivra une méthodologie purement budgétaire. Elle dira, le pain, il augmente. Les gâteaux, je sais pas trop, parce que je sais pas si ma logique, c'est d'avoir un paquet ou c'est d'avoir une quantité de gâteaux. Quant à la télé, Choupinette, elle me dira que le prix, il reste stable. Et que dit la méthodologie d'INSEE sur l'évolution de l'inflation ? Eh bien, enfin, à travers l'indice des prix à la consommation, l'INSEE veut mesurer les prix. Rien que les prix. Une sorte d'approche, comme on dirait en physique, en maths, etc. Toutes choses égales par ailleurs. Donc, pour la baguette, c'est simple. Il y a de l'inflation. Pour les gâteaux aussi, toutes choses égales par ailleurs, donc à poids identique, le prix a bien augmenté. En revanche, pour la télé, le dossier il est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que dans les produits technologiques, il y a beaucoup d'innovations. Et selon toute vraisemblance, votre télé, l'année N+1, elle sera plus performante que celle d'il y a un an. Et c'est à peu près, on retrouve à peu près le même raisonnement si on pense aux voitures. Pour le même prix. En pratique, l'INSEE va quantifier cet apport. Et pour l'INSEE, cet apport-là, ce n'est pas de l'évolution du prix, c'est de la création de valeur par la technologie. Donc, sur notre cas de la télé, l'INSEE va nous dire que les prix ont baissé. Alors qu'ils sont restés stables. Ça fait un peu bizarre, avouons-le. Ouais, vous savez, moi je rigole quand on nous dit qu'il y a des méthodes objectives. L'objectivité, moi je pense que ça n'existe pas, tout est subjectif. Le journaliste objectif, il me fait bien rire, on a tous notre prisme, comme les méthodologies. L'important, c'est de connaître ces prismes. Alors, à ce stade, on peut faire un premier constat, c'est que la mesure des prix telle qu'elle est faite par l'INSEE ne correspond pas
au raisonnement qu'a ma copine Choupinette. C'est vrai. Et c'est ce qui explique donc les différences majeures entre la perception de l'inflation par la population dans les enquêtes d'opinion et l'inflation officielle. Sûrement, mais comme on profite de ce coup de gueule pour avoir une réflexion pédagogique, j'ai une question à vous poser. Pourquoi ce chiffre de l'inflation qu'on diffuse tous les mois, il est si important? Parce qu'il permet, ce chiffre de l'inflation, de mesurer l'évolution de plein de choses de la vie quotidienne, les loyers, les pensions, les retraites, pour le calcul du pouvoir d'achat des Français. Choupinou. Non. Ouais. Notez les 3 premières remarques que vous me faites, le quotidien des Français, vous me parlez de choses qui sont de la microéconomie. Or, la hausse des prix, c'est de la macroéconomie. Alors, à mon avis, vous n'avez pas les bonnes réponses, mais on va y revenir. Revenons un instant, parce que les gens se disent, on est dans Intégral Placement, qu'est-ce qui se prend pour Emmanuel Le Chypre ou Nicolas Dose aujourd'hui à nous parler d'économie? Parlons donc de bourse. Revenons un instant sur la bourse, on est actuellement en pleine période de publication des résultats. Quand une boîte, Guillaume, vous dit la croissance de mon chiffre d'affaires est de 5% cette année, ce chiffre de croissance du chiffre d'affaires, il prend en compte ou il ne prend pas en compte l'inflation? Il prend en compte, l'entreprise elle raisonne comme tout un chacun, elle fait la somme de tout ce qu'elle a vendu au prix de vente et ça lui donne son chiffre d'affaires. Après, dans l'analyse, on peut regarder dans l'évolution de la hausse des chiffres d'affaires, ce qui relève de l'augmentation du volume et ce qui relève de la hausse des prix de vente. Ok, maintenant quand Emmanuel Le Chypre, tout à l'heure, vient vous voir et vous parle de la croissance économique. On parle, le critère pour parler de croissance économique, on est d'accord, c'est le produit intérieur brut, le PIB. Votre PIB, il prend en compte les prix? Prenons un exemple. On vous dit le PIB de la France va croître de 1,3% alors que l'inflation est de 1,5%. Alors qu'est-ce qui se passe? On avance ou on recule? Là, vous tentez de m'embrouiller, Jean-François. Non, mais dans votre exemple, si le PIB incluait l'inflation, donc il progresserait moins vite que les prix, ce qui voudrait dire que l'activité recule. Donc on raisonne en PIB en volume quand on parle de PIB, après déduction de l'effet hausse des prix. Bingo. La première utilité du calcul de l'inflation, c'est de déterminer la croissance économique. Alors, à tous ceux qui jugent l'inflation sous-évaluée, ils peuvent, dans la foulée, dire que la croissance économique, elle est surévaluée. Parce qu'on le voit très bien dans le coût de notre télévision qui ne bouge pas. Eh bien, dans la pratique, pour Choupinette, le prix, il est stable. Et l'INSEE, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un peu d'inflation en moins et un peu de croissance économique en plus. Et ça a aussi un impact en termes de pouvoir d'achat. D'un point de vue théorique, oui. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous considérez que l'évolution technologique de votre téléviseur, c'est du pouvoir d'achat? Si oui, vous pouvez vous prendre les chiffres de l'INSEE comme référence. Sinon, vous êtes sûr d'être en désaccord. Donc, je ne suis pas sûr que la notion d'inflation, d'indice des prix à la consommation, telle qu'elle est définie par l'INSEE, soit pertinente pour parler de pouvoir d'achat. D'ailleurs, c'est rigolo. Prenez le débat qu'on a eu sur les retraites. Initialement, on voulait indexer la valeur du point sur l'inflation. En théorie, ça maintient le pouvoir d'achat. Et pourtant, à l'évidence, tout le monde était d'accord pour dire que ça ne maintenait pas le pouvoir de consommer. Et ces questions sur l'inflation, elles se posent aussi, elles ont un impact sur le pouvoir d'achat des épargnants également. Tout naturellement. Et puisqu'on prend les données qu'on exploite et qu'on essaie de réfléchir quelques instants là-dessus, il faudrait qu'on essaie de réfléchir sur ce qu'on dit aux particuliers sur un placement à long terme. En pratique, on a tendance, pour parler du pouvoir d'achat de l'épargne, à comparer le rendement et l'inflation. Donc si vous avez sur une assurance vie, par exemple, un rendement de 1,5% sur votre fonds en euros et une inflation de 1,5, on dit qu'il y a maintien du pouvoir d'achat. Mais ça, c'est vrai qu'à court terme seulement. Pourquoi? Parce que l'année suivante, en fait, votre base d'investissement, elle va être minorée. Pourquoi? Parce que vous payez des prélèvements sociaux. Donc si, à nouveau, l'année suivante, vous avez 1,5% de rendement et 1,5% d'inflation, on va à nouveau dire qu'il y a maintien du pouvoir d'achat. Et pourtant, si je fais le calcul sur 2 ans, qu'est-ce que je vais constater? Que j'ai eu une perte de pouvoir d'achat. Preuve que, en fait, quand on ne sait pas ce qui se cache derrière les chiffres, on peut affirmer bien des vérités. Preuve aussi que la micro et la macro ont bien du mal à se parler. Alors qui a raison? Choupinou ou les têtes bien pensantes des économistes? Et juste ce que je dis là sur l'économie, ça vaut aussi sur les marchés. Est-ce qu'il vaut mieux penser macroéconomie pour construire son portefeuille ou est-ce qu'il vaut mieux penser microéconomie en s'intéressant aux entreprises? Ça, c'est un autre débat, mais vu l'heure, on le traitera une autre fois.